Quel secret cache le premier épisode de Night of the Seven Kingdoms? On reprend les bonnes habitudes avec mon analyse hebdomadaire de l'épisode et un décryptage des nombreuses références au monde de Westeros dans cet épisode 1. Alors c'est parti. La première scène de l'épisode 1 de Night of the Seven Kingdoms nous met directement dans l'ambiance d'un enterrement. Le jeune Duncan dit adieu à son mentor, le chevalier errant Harlan de l'Arbre Sous. On note tout particulièrement que Duncan ne sait pas quels sont les mots qu'il faut dire. Dans ce genre de situation, Duncan n'a pas les codes, il n'est pas éduqué à ces choses-là, comme on le verra dans le courant de l'épisode, quand il va s'inviter à la fête du seigneur Lyonel Baratheon, sans lui apporter de cadeau. C'est un des thèmes qui va réapparaître par la suite. Duncan aimerait faire partie de ce monde de noblesse et de chevalerie, mais il part de très très loin. Orphelin et gamin des rues de Cupucier, il n'a aucune idée de comment se comporter dans ce vaste monde qui ne ressemble pas vraiment aux idéaux qu'il s'en faisait. Et maintenant qu'il est livré à lui-même, sans Harlan, c'est à lui de décider de sa propre route. Doit-il entrer dans la garde d'une ville comme Port-Réal ou Port-Lanis, ou bien peut-il poursuivre son rêve de chevalerie? Il choisit de suivre son rêve et va donc se rendre à Sandreguet où un tournoi de chevalerie s'organise. On comprend d'ailleurs à l'auberge que la campagne alentour se vide pour profiter du tournoi et des opportunités qu'il représente pour le petit peuple, mais aussi du divertissement et de la gloire pour la noblesse. Une chose apparaît très clairement dans cet épisode 1, Night of the Seven Kingdoms va adopter un seul point de vue et s'y tenir, celui de Duncan, un membre du petit peuple. C'est une des premières grosses différences avec Game of Thrones et House of the Dragon, qui adoptait, elle, des points de vue différents et toujours ceux de la noblesse et de la royauté. Ici, on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain, et si on pourra se payer à manger ou même si on survivra à la nuit, la perspective est bien différente, tout comme les enjeux de la série. Duncan veut participer au tournoi, mais on comprend que pour lui, les enjeux sont bien plus élevés que pour un seigneur. Il le dit tour à tour à l'intendant Plummer et à Lyonel Baratheon. S'il perd, il devra donner son équipement et son cheval à son adversaire, et donc payer la rançon pour les récupérer. Or il n'a aucunement l'argent pour ça, ce qui fait que s'il perd, Duncan aura tout simplement tout perdu et ne sera plus chevalier que dans sa tête, car qu'est-ce qu'un chevalier sans cheval? Eh bien pas grand-chose. Dès ses premières minutes, Night of the Seven Kingdoms assume une rupture de ton extrême avec ses deux séries aînées. L'épisode 1 convoque le thème de Game of Thrones de Ramin Djawadi avant de le couper brutalement par les bruits et le visuel d'une défécation frontale par le personnage principal. Alors c'est sûr que ça a de quoi choquer et c'est fait pour. La série se montre très claire pour nous dire que non, ce ne sera pas tout à fait notre Game of Thrones habituel. Ici, on n'est pas vraiment dans la noblesse. On est dans le quotidien, et parfois le quotidien du petit peuple de Westeros, il est très terre-à-terre. En somme, Night se veut différent et l'assume totalement, quitte à froisser avec de l'humour bien potache, bien graveleux, et comme je le disais dans ma revue des critiques de la série et dans ma réaction à l'épisode 1, c'est pas un type d'humour qui va plaire à tout le monde, ça c'est sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, l'épisode 1 de Night of the Seven Kingdoms met en place les fondations de son thème principal, celui de la chevalerie, avec une question en toile de fond: qu'est-ce qu'un véritable chevalier? Le tout est traité dans cet épisode 1 avec une comparaison répétée entre les vrais chevaliers et le chevalier errant qu'est Duncan. On comprend à beaucoup d'occasions que les chevaliers errants sont considérés comme des sous-chevaliers par les nobles, mais aussi par le peuple. C'est très net dans la façon dont lui parlent les femmes de compagnie. Quand l'une demande « quel genre de chevalier n'a pas d'argent ?», l'autre répond qu'aucun seigneur ne veut d'un chevalier errant, et que du coup, ça dort sous les haies. Notez l'utilisation de ça et pas de il qui vient objectifier le chevalier errant et faire de lui moins qu'un être humain. Duncan se rend bien compte qu'il ne ressemble pas tout à fait au chevalier qu'il souhaite être. Lorsqu'il comprend que Raymound n'est pas un chevalier mais un simple écuyer, on le voit regarder ses propres vêtements et comprendre qu'il dénote clairement dans sa station de chevalier. L'intendant, Plummer, lui lance d'ailleurs qu'il ressemble à un fermier plus qu'à un chevalier. De même, Huff s'attendait à ce qu'il ait un pavillon à dresser comme les autres chevaliers présents à Sandreguet. Bien entendu, Duncan n'en a pas, et pour ne pas perdre la face, il explique que le seul pavillon nécessaire à un vrai chevalier, c'est un arbre. Dans tout ça, la série interroge ce qu'est la véritable chevalerie. Duncan énonce les idéaux qu'Harlan, son mentor, lui a inculqués: défendre les faibles et servir le royaume. Selon Harlan, les chevaliers errants étaient même les plus véritables chevaliers de tous, et quand on voit comment se comportent les autres vrais chevaliers présents au tournoi, on peut se demander s'il avait pas raison. Tour à tour, on en voit un roter à la figure de Duncan, on fait référence au penchant sexuel débridé de Manfred Dondarrion qui couche aussi bien avec des femmes mariées qu'avec des prostituées, il va même jusqu'à demander à l'une d'entre elles de jouer la morte pour son propre plaisir. Ouais, c'est pas hyper pur comme délire.
Et c'est toujours ce cher Manfred qui ne se souvient même pas d'un chevalier qui l'a servi au combat, et il explique avec grand orgueil qu'il a oublié même ceux qui sont morts pour lui. En résumé, pourquoi il se souviendrait d'hommes qui se sont battus ou sont même morts pour lui alors qu'ils ont simplement fait leur boulot? Voilà donc l'état de la chevalerie que découvre Duncan à Sandreguet, et ça a de quoi le surprendre. Par ailleurs, Duncan se heurte à un véritable mur lorsqu'il leur demande de se porter garant pour qu'ils puissent entrer en lice, car Duncan a plusieurs problèmes. Déjà, il ne ressemble pas à un chevalier, ça c'est certain, il a beau être grand et gaillard, ses vêtements lui donnent plus l'air d'un fermier qu'autre chose. Mais ensuite, il n'a pas un nom qui impose le respect. Il a lui-même toutes les difficultés du monde à s'appeler autrement que par son diminutif Dunk, il tente donc plusieurs alternatives, Dunk, Sir Dunk, mais il est toujours accueilli avec mépris. Lionel Baratheon trouve ce nom ridicule pour un chevalier, car oui, dans ce monde, le nom des gens a une importance, et avoir un nom ridicule, ça n'impose pas le respect. Duncan s'en rend compte enfin grâce à Huff, et découvre enfin son nom de chevalier, Sir Duncan le Grand, mais le jeune homme ne connaît pas ce nom, car dans ce monde, on ne sait peut-être pas à quoi ressemblent les différents chevaliers, mais on sait comment ils s'appellent, quand ils sont bons et quand ils sont connus. Deux choses que Duncan n'a pas pour lui. Je voulais aussi revenir sur le spectacle de marionnettes car il inclut une narration de l'histoire de Florian le Fou, un chevalier de légende. Et ce qui m'a frappé, c'est à quel point cette intrigue narrée par Tancel, la marionnettiste, correspond super bien à l'histoire de Duncan. Je cite, « Notre valeureux héros prend la route, laissant tout derrière lui, un père et un ami. » Là, évidemment, le parallèle est clair avec Arlan, le mentor décédé. Le monde est cruel, sans doute, là aussi, ça correspond bien au chevalier qui semble bien moins honorable qu'on aurait pu l'attendre. Le destin a tracé son chemin solitaire à travers des allées de hasard, un garçon n'ayant rien risque tout, faisant fi des regards, voilà qui rappelle le risque de tout perdre qu'encourt Duncan durant ce tournoi. Peut-être est-il sot, une question qui met en perspective les différentes moqueries que subit Duncan tout au long de l'épisode. Vous l'aurez compris, tout ça est une mise en abîme nette du début du récit de Duncan. L'épisode 1 de Night of the Seven Kingdoms met aussi en place la rencontre capitale entre Duncan et Huff. Tout d'abord, Duncan ne considère pas Huff comme plus qu'un garçon d'écurie, mais ce jeune garçon effronté semble lui faire penser à lui-même lorsqu'il était plus petit. Il faut dire qu'il voit des parallèles entre sa propre vie et celle de Luff, si bien que lorsque Huff s'impose sur son campement, Duncan n'a pas vraiment le cœur de le repousser et finit par l'accepter auprès de lui. On note d'ailleurs à la fin de l'épisode les promesses que lui fait Duncan, il n'a pas grand chose à lui offrir mais il le nourrira et l'habillera. Et en plus de ça, il ne le tapera que s'il le mérite, et là on reconnaît bien la matrice de Sir Arlan qu'il a inculquée à Duncan. Le chevalier errant répète ce qu'il connaît, la seule vie qu'il a vécue auprès d'Arlan, un mentor qui était aussi son père de substitution. L'épisode se termine avec une scène directement tirée de la nouvelle de George R. R. Martin. Installés sous l'orme, Duncan et Huff voient passer une étoile filante dans le ciel nocturne, et comme ils sont les seuls à passer la nuit dehors, ils sont sans doute les seuls à l'avoir vue. Étant donné qu'une étoile filante ça porte chance, Duncan se demande si ça signifie qu'il sera seul à bénéficier de cette chance, et pour le découvrir, il faudra attendre la suite de la saison. Ça tombe bien parce que chaque semaine je proposerai un décryptage des épisodes de Night of the Seven Kingdoms, alors abonne-toi avec la cloche pour ne pas rater ça. Alors bien sûr, vous doutez bien, j'ai trouvé plein de références dans cet épisode 1, place désormais à leur décryptage. Vous avez peut-être remarqué que la série ne donne aucun repère chronologique concernant le moment où elle se déroule dans la grande histoire de Westeros. Alors laissez-moi vous le préciser ici, on est en 209, en plein dans le règne de Daeron II Targaryen, dit Daeron le Bon. C'est un temps de paix après la rébellion Feu Noir, qui a été matée 13 ans plus tôt. Contrairement à Game of Thrones, l'histoire se déroule d'ailleurs durant le printemps, c'est donc une période d'espoir après un long hiver. Et si jamais vous vous demandez où est-ce qu'on est par rapport aux autres séries, Night se situe 80 ans après House of Dragon et 90 ans avant Game of Thrones. Vous noterez d'abord que Duncan a 3 chevaux au début de l'épisode 1, chacun a une fonction bien particulière. Alors il y a d'abord Tonnerre, c'est un destrier de guerre, un cheval de bataille. On ne l'utilise pas pour voyager car il faut économiser ses forces pour le combat et pour les tournois. Pied de Biche, elle, c'est un palefroid, un cheval de marche par opposition au destrier, et Noisette, une vieille jument qui sert surtout à porter les affaires de Duncan. Quand Arlan était toujours vivant, il montait sur Pied de Biche lui-même, tandis que Duncan chevauchait Noisette. Lorsqu'il enterre Arlan, Duncan fait référence à Viergetan ou Maidenpool en anglais, c'est là qu'Arlan a frappé Duncan pour rien. Viergetan, c'est une ville portuaire du Conflent renommée pour ses thermes. La légende raconte d'ailleurs que Florian le Fou aurait vu Jonquil et ses sœurs se baigner dans ces thermes,
et comme je vous le disais, Tencel raconte la légende de Florian le Fou et de Jonquil dans son spectacle de marionnettes, c'est donc une double référence qu'on a dans cet épisode 1. Duncan se demande s'il ne va pas intégrer la garde d'une grande ville pour gagner sa vie, il mentionne ici 2 villes, Port-Réal et Port-Lanis. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous la présenter, mais Port-Réal c'est bien sûr la capitale des 7 royaumes à cette époque-là, c'est une ville qui est proprement gigantesque. Quant à Port-Lanis, c'est un port extrêmement riche qui appartient aux Lannister dans les terres de l'Ouest. On voit à plusieurs reprises le blason d'Arlan de l'Arbresous qui est sur l'écu qu'a récupéré Duncan. C'est un calice ailé sur champ marron qui n'est pas sans rappeler le blason de la maison Hercy dans le Val d'Arine qui utilise un calice blanc ailé sur champ rose. Mais les deux maisons n'ont rien à voir, et d'ailleurs sont pas du tout au même endroit. Pour autant, le village de l'Arbresous, ou Pennytree en anglais, se trouve lui dans le Conflent. Le fameux Arbresous existe vraiment, c'est un chêne où ont été clouées des centaines de pièces de cuivre. Comme je l'ai dit, Night c'est une histoire du petit peuple, et il est donc logique qu'on s'attarde un peu plus sur l'argent, parce que ils en ont bien tous besoin. Car Duncan ne roule pas sur l'or, et ne sait pas vraiment comment il va faire pour vivre. L'épisode 1 pose plusieurs références à la monnaie de Westeros. Vous noterez la caméra qui s'attarde longuement sur le dragon d'or avec lequel paye l'homme mystère à l'auberge, mais aussi les yeux ronds de la tavernière. En effet, payer avec une pièce d'or est loin d'être commun, surtout pour une chope de bière. Les dames de compagnie parlent ensuite du cerf d'argent, faut savoir qu'il en faut 210 pour faire une pièce d'or. Elles s'étonnent d'ailleurs que Duncan n'ait pas d'argent sur lui, c'est comme ça qu'elles comprennent qu'il n'est qu'un chevalier errant, ce qui lui vaut leur moquerie. Dernière pièce de monnaie qui est mentionnée dans l'épisode 1, le sou. Il s'agit d'une pièce de cuivre qui ne vaut pas grand chose, il en faut près de 12 000 pour faire une seule pièce d'or. On en voit évidemment un sur le pommeau de l'épée d'Arlan de l'Arbresous qui appartient désormais à Duncan. Au début de l'épisode 1, Duncan se rend donc à Sandregué, lieu de l'intrigue de cette saison 1, situé au nord des marches de Dorne, non loin de la frontière entre le Bief et les terres de l'Orage. Sandregué possède un château relativement modeste. On reconnaît d'ailleurs le blason des Sandregué un peu partout dans l'épisode, c'est un soleil et un chevron blanc sur champ orange. Le seigneur Sandregué organise ici un tournoi pour l'anniversaire de sa fille, c'est une excuse évidemment pour montrer et étaler sa richesse et se faire bien voir des nobles et de la royauté, comme le dit Plummer à Duncan. Il faut dire qu'à une époque, la maison Sandregué avait reçu l'insigne honneur de recevoir à plusieurs reprises le roi Aegon Ier, Aegon le Conquérant, lorsqu'il était en voyage, mais ça, c'était il y a plus de 200 ans déjà. Un tournoi, c'est évidemment l'occasion pour les différents chevaliers et maisons de montrer leur pavillon et leur blason. Dans cet épisode 1, on remarque beaucoup de bannières. On voit l'étendard losangé de blanc et de rouge de la maison Harding, l'éclair fourchu violet sur champ noir semé d'étoiles de la maison Dondarrion. Vous noterez aussi à gauche la bannière de la maison Tyrell, reconnaissable à ses 3 roses. Les Tyrell sont les suzerains du Bief, dont la maison Sandregué est vassale. Il était donc logique que le seigneur Léo Tyrell soit invité. J'ai aussi vu les 3 ruches jaunes de la maison des Essaims, la même maison des Essaims qu'on mentionne d'ailleurs dans House of Dragon saison 1. On voit le cerf noir sur champ jaune de la maison Baratheon, mais aussi le lion d'or sur champ rouge des Lannister. Et enfin, j'ai aussi aperçu la tour blanche sur champ gris de la maison Hightower, que vous connaissez désormais très bien si vous regardez House of Dragon. Vous l'aurez remarqué, il y a plusieurs références au fait que Sir Duncan est très grand dans l'épisode 1. Alors, il se cogne 2 fois la tête dans la porte du bureau de Plummer, puis Raymond Fossavoy l'appelle simplement mi-homme, mi-géant. Alors à quel point est-ce qu'il est grand en réalité? La nouvelle de George R. R. Martin parle d'un peu plus de 7 pieds de haut, en centimètres ça fait l'équivalent de 2,10 m tout de même. En parlant de Plummer, à l'année c'est l'intendant du seigneur Sandregué, mais dans le cas qui nous intéresse ici, il devient maître des jeux, c'est-à-dire que c'est lui qui organise le tournoi et recueille les inscriptions des différents chevaliers. Il a d'ailleurs pour mission de n'accepter que les chevaliers en bonne et due forme, c'est pour ça que Duncan a du mal à s'inscrire et qu'il va avoir besoin d'un garant. D'ailleurs, quand Plummer se moque de Duncan en évoquant un supplice de sa propre invention, il lui explique finalement que ça n'existe pas en ces mots. Il dit « on est dans le Bief ici, on n'est pas dans le Conflent ». C'est une référence au fait que le Conflent est une zone où la torture est comme qui dirait un peu plus acceptée et que le Bief se veut un peu plus civilisé. Vous avez certainement été marqué comme moi par l'apparition de Lyonel Baratheon dans cet épisode 1, c'est l'actuel seigneur des terres de l'orage qui siège à Accalmie. Les bois de cerf qu'on voit partout devant et à l'intérieur de sa tente, ainsi que sur sa couronne, sont une référence au blason de la maison Baratheon, un cerf noir sur champ jaune. Raymond Fossavoy annonce qu'on le surnomme même l'orage moqueur,
mais n'explique pas vraiment pourquoi. Bon, déjà, l'orage fait référence au fait qu'il règne sur les terres de l'orage, mais le fait qu'il soit moqueur, ça nous rappelle que Lionel Baratheon est un excellent chevalier et adore s'amuser avec ses adversaires, tant et si bien qu'on peut l'entendre hurler de rire durant les lices auxquelles il participe. Vous noterez aussi qu'à un moment, il se sert à manger avec un petit marteau de guerre. On peut y voir une référence à son descendant Robert Baratheon qui, bien des années plus tard, maniait un lourd marteau de guerre comme arme favorite. Lors de la soirée sous sa tente, Lionel fait référence au seigneur Khafren. Il s'agit d'un de ses vassaux dans les terres de l'orage, le seigneur Khafren de Bourg-Fan. Le blason de la maison représente 2 fans l'un face à l'autre sur champ vert. Lionel Baratheon fait aussi référence aux Seth, il s'agit de la religion principale à Westeros. Les Seth sont en réalité les 7 faces d'un dieu unique. Il y a le père, la mère, le guerrier, le ferrant, l'aïeul, la jouvencelle et l'étranger. Sur le terrain d'entraînement, Duncan fait la rencontre des cousins Raymoon et Stephen Fossauvois. Le blason des Fossauvois est une pomme rouge sur champ jaune. La maison est située à Cidre, dans le Bief. Sa devise est « un goût de gloire » et visiblement c'est ce que Stephen, le plus vieux des 2 cousins, est venu chercher au tournoi. Les 2 cousins ne s'entendent pas vraiment très bien, comme Stephen le dit, Raymoon n'est pas assez mûr, tandis que Raymoon réplique que Stephen, lui, est pourri. Notez évidemment la métaphore du mûrissement qui fait référence à la pomme de leur blason, bien entendu. À la fin de cet échange, Stephen appelle Sir Grants pour s'entraîner. Il s'agit de Sir Grants Morrigan, un chevalier de la maison Morrigan qui participe au tournoi de Sandreguet. La maison Morrigan est située dans les terres de l'orage, à Nid-Corbeau. Elle est donc vassale de la maison Baratheon. Quand Lionel Baratheon lui demande pourquoi il se tient voûté, Duncan lui explique que là où il a grandi, il faut savoir rester discret. C'est l'occasion de rappeler que Duncan a grandi en tant qu'orphelin dans les rues de Cupucier à Port-Réal. Il s'agit du quartier le plus pauvre et le plus malfamé de Port-Réal. Lorsqu'il essaie de trouver le soutien de Banfred Dondarrion pour entrer en lice, Duncan lui rappelle qu'Arlan a servi la maison Dondarrion dans les Montagnes Rouges. Il s'agit d'une chaîne de montagnes qui sépare Dorne du reste de Westeros, et en 206, un hors-la-loi s'autoproclame roi vautour et fait sécession du trône de fer. Les seigneurs des marches de Dorne prennent vite la situation en main sous l'impulsion du seigneur Caron, et c'est dans ce contexte que la maison Dondarrion mène 800 chevaliers, dont Sir Arlan donc, et 4000 hommes pour mater la rébellion. Le roi vautour est peu après exécuté pour trahison. Alors vous le savez sans doute, j'ai l'habitude dans mes décryptages de House of Dragon de vous lister les nombreuses différences entre la série et le livre. Là, ce sera un peu plus compliqué, car si vous avez lu la nouvelle, vous êtes sans doute rendu compte que la série se veut très fidèle aux écrits de George R.R. Martin, à tel point qu'il y a peu de vraies différences. Par contre, il y a des ajouts. Alors l'humour potage c'en est un, ça c'est clairement un ajout, tout comme la scène de fête sous la tente de Lionel Baratheon, et tout particulièrement la connexion entre Duncan et le seigneur d'Accalmie. Globalement, dès cet épisode 1, la série donne un rôle beaucoup plus grand à Lionel Baratheon que dans la nouvelle. On a aussi les flashbacks autour d'Arlan qui sont des nouveautés apportées par la série et qui viennent introduire le personnage du mentor et quelques notes d'humour au montage de l'épisode 1. Tout ça mis à part, très franchement, on a certainement la série la plus fidèle à l'œuvre originale de George R.R. Martin. Si vous voulez partager autour de l'univers de Game of Thrones, n'oubliez pas de rejoindre le Discord, le lien est dans la description pour discuter ensemble. Maintenant est venu le moment d'évoquer des spoilers avec les lecteurs de la nouvelle, donc si vous n'avez pas lu Le Chevalier Errant, on se quitte juste ici pour aujourd'hui, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter avant de partir, ça me fera super plaisir. Et on se retrouve demain pour les théories sur le trailer de l'épisode 2, et puis la semaine prochaine pour les réactions sur l'épisode 2, l'analyse de l'épisode 2, etc. Bref, vous avez capté, on se revoit beaucoup ces prochaines semaines. Allez, pour commencer avec les spoilers du livre, notez l'orme sous lequel Duncan a décidé de monter son campement, celui-là même qui deviendra plus tard son blason, tout comme l'étoile filante qui le surmontera. Là, on est vraiment directement tiré de la nouvelle, ça fait plaisir à voir pour les lecteurs à mon avis. Pour aller plus profond dans les spoilers, on va évidemment évoquer la taverne et l'apparition de cet homme mystère entre guillemets qui paye une bière avec une pièce d'or frappée du dragon Targaryen. C'est un homme aux cheveux blonds qui s'adresse à Duncan comme s'il le reconnaissait, il lui explique avoir rêvé de lui et lui ordonne de ne pas s'approcher de lui. Évidemment pour les néophytes tout ça ne veut pas dire grand chose et il s'agira sans doute juste d'un ivrogne comme un autre, mais pour nous lecteurs on voit la scène directement tirée de la nouvelle et surtout la première apparition furtive de Daeron Targaryen.
De même, tout comme dans la nouvelle, l'épisode 1 lâche de nombreux indices sur la véritable identité d'Uff. C'est présent dans l'arrogance d'Uff quand il explique à Duncan qu'il pourrait monter son destrier aussi bien que lui. Alors seul un fils de seigneur ou un prince pourrait avoir une éducation à l'équitation de ce genre-là à l'âge de 10 ans. Huff révèle également que sa mère est morte et qu'il n'est pas le fils de la tavernière. Pour autant, quand Duncan lui demande s'il est orphelin, Huff lui renvoie la question sans lui répondre. Quand Duncan lui jette un sou par terre, Huff ne le ramasse pas. Nouveau signe qu'il n'est pas vraiment né dans la misère comme sa situation actuelle pourrait le faire croire. Enfin, quand Duncan le menace de le ramener chez lui, Huff répond carrément que pour ça il devra aller à Port-Réal mais pas à Cupucier. Donc on voit bien que Huff a des choses à cacher, évidemment. Bon, nous on a lu, donc on se sait. Mais c'est intéressant de voir que tous les indices sont sous nos yeux et sous les yeux des néophytes. Je suis assez curieux de voir s'ils vont capter l'équation ou pas dans les prochaines semaines. Et encore faut-il bien les voir, ces indices, pour se rendre compte qu'Huff n'est pas vraiment celui qu'il prétend être. Évidemment, je vous fais confiance dans les commentaires pour ne pas spoiler les néophytes. Merci d'avance pour eux. Je parlais du spectacle de marionnettes tout à l'heure, j'ai volontairement pas tout dit, mais noté la fin du discours de Tencel. La vérité il ne doit laisser entrevoir, car si sa silhouette il expose, sous d'infâmes flammes il périra. Alors cette phrase est très intéressante pour nous lecteurs, car elle annonce d'ores et déjà ce que les néophytes découvriront à la fin de la saison. Duncan n'a jamais été adoubé par Arlan. C'est d'ailleurs présent dans le flashback où Arlan crache littéralement quand Duncan lui demande s'il le fera chevalier un jour. Je vous le disais, tout comme pour Huff, tous les indices sont déjà là. Et ça c'est quand même cool de voir à quel point la nouvelle a été respectée dans cette adaptation en série. Moi personnellement je suis assez fan de ce que je vois. Alors modulo peut-être cet humour un peu scato qui peut être un petit peu rebutant, mais très franchement en dehors de ça c'est hyper fidèle et moi je suis très curieux de voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Est-ce que j'ai raté des trucs? Donnez vos analyses évidemment dans les commentaires et indiquez si elles contiennent des spoilers, comme ça vous prévenez les néophytes qui vont pas se faire spoiler par vos commentaires, ce serait vraiment chouette de votre part. Quant à moi je vous donne rendez-vous demain pour des théories sur le trailer de l'épisode 2 et je vous laisse avec cette vidéo pour rester dans le thème de Night of the Seven Kingdoms.